Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey en direct de Cotonou. Bienvenue sur votre podcast Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Comme vous, comme nous, nous avons tous eu ce moment, en tout cas, où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. D'ailleurs, pas que maman, je crois que papa aussi. Merci, en tout cas, une fois de plus, pour toutes vos belles énergies, pour tous les retours que l'on a, pour tous les commentaires. Cela nous touche et ça touche aussi beaucoup nos invités qui, des fois, ont peur de partager leur histoire parce que libérer la parole n'est jamais facile. Et toute votre bienveillance, votre indulgence n'est que source de motivation et d'inspiration pour eux et pour moi aussi. Pour rappel, vous pouvez soutenir ce podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche Si maman m'avait dit. Mais pas de panique, comme toujours, je partagerai le lien dans la présentation. Je profite aussi pour vous rappeler que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Google, Spotify, Apple ou aussi Deezer et toutes les autres plateformes en ligne qui mettent en avant les podcasts. C'est l'occasion aussi de faire un clin d'œil à Colorful, qui est une boîte de streaming camerounaise qui diffuse aussi nos épisodes. Et prochainement, on sera sur YouScribe. Alors, je ne pouvais pas terminer mon intro sans remercier nos deux partenaires, Spotify, qui nous accompagne sur toute la saison 4, et l'agence de communication Omancart, basée à Douala et Abidjan aussi, qui nous soutient sur la technique. Aujourd'hui, mon invité est Gladys. Alors, Cynthia, Gladys, je ne sais pas comment tu veux que je t'appelle. Et souvent, ce problème qu'on dit Diane Audrey. Alors, tu connais la traditionnelle première question, en tout cas de Si maman m'avait dit, ce podcast que tu écoutes. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? Alors, merci Diane d'avoir répondu au fait que je voulais passer dans ton émission. Je suis vraiment contente d'être là avec toi. Moi, j'aurais aimé que ma maman me dise qu'elle avait vécu des problèmes liés à sa santé mentale quand elle était plus jeune. Et j'aurais aimé aussi qu'elle me dise que la grand-mère en avait vécu aussi. Et comme ça, je pense que ce qui m'est arrivé dans mon adolescence, je l'aurais mieux anticipé, je l'aurais mieux vécu concernant la maladie mentale en général. Alors, à quel moment la question de la... Là, on parle pas de santé mentale, on parle de maladie mentale. Mm-hmm. À quel moment la question de maladie mentale s'est présentée? Alors, on va dans mon adolescence à l'âge de 16 ans. J'étais au lycée, je venais de faire mon entrée au lycée. Et j'étais en France. J'ai été diagnostiquée bipolaire suite à une semaine que j'avais passée qui était vraiment un peu loufoque. Une semaine où j'étais plus moi du tout. Et cette semaine-là, en fait, je pourrais même pas dire franchement aujourd'hui c'était quoi vraiment les éléments déclencheurs cette année-là qui ont fait en sorte que j'arrive à ce point-là. Mais je dirais qu'il y a eu la mort de ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée. Et ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère. Et après ça, je me suis retrouvée au lycée. Donc, je fais ma première année au lycée et j'étais aussi en relation avec un petit copain et on devait se séparer aussi, c'est la même période. Et pendant une semaine, j'ai vu mon comportement, enfin, les proches ont vu mon comportement complètement changer. J'étais devenue une autre personne, en fait. Je me rappelle des peu de souvenirs que j'ai de cette crise que j'avais vécue. Je me rappelle que je me rendais à l'école. Enfin, déjà, je manquais de sommeil. C'est comme ça que ça a commencé. Je dormais de moins en moins. Et puis, j'étais dans un environnement où je vivais chez une tante qui était très stricte. Donc, elle voulait de moi que je réussisse, que ça soit à l'école, que ça soit dans mes clubs de basket, que ça soit dans mon environnement social. Elle attendait beaucoup de moi.
Donc, ça faisait que j'étais vraiment sous pression. Et je me suis retrouvée, je me rendais à l'école un jour et j'étais sortie de chez moi sans être coiffée, mal habillée, presque vraiment bizarre. Et je suis allée au lycée comme ça. Et ça, c'était le premier jour. Donc, le deuxième jour, je me réveille, je vais au lycée, je reviens. Et je suis en fait, je me vois être enfermée dans ma chambre. Je ferme la porte de ma chambre à clé et je décide que je vais réviser, que je vais étudier mes cours. Et là, ma tante, elle frappe à la porte et elle me dit, mais pourquoi tu fermes la porte de la chambre à clé? Je dis non, c'est parce que je veux pas entendre de bruit. Je veux pas qu'on me dérange. Et elle a trouvé ça bizarre, en fait. Elle a trouvé mon comportement bizarre. Et le jour d'après, ça s'est suivi encore. Je me rends au lycée. Mais là, j'agressais mes camarades. Je devais avoir un exposé à faire. Et j'adressais mes camarades, en fait, sur l'exposé. J'étais vraiment colérique. J'étais rendue bizarre. J'étais devenue vraiment, vraiment bizarre. Et les gens ne comprenaient même pas ce qui m'arrivait. Donc, avant tes 16 ans, Je- tu n'as jamais eu ce type de comportement. Non, j'ai jamais eu ce type de comportement avant les 16 ans. Je pourrais dire, j'étais en bonne et parfaite santé. Je suis jamais tombée malade. J'ai jamais eu ça, en fait. D'accord, je te laisse continuer cette fameuse semaine. Ouais, cette fameuse semaine-là, donc, le troisième jour, je peux pas rentrer toute seule chez moi parce que mes amis refusent de me laisser rentrer toute seule. Elle voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Du coup, elle décide de me raccompagner à la maison. Elle me dit, Cynthia, là, on va te raccompagner chez toi parce que de chez moi au lycée, ça faisait à peu près 20 minutes de marche. Et même si c'était dans une petite ville où j'habitais, ça faisait quand même 20 minutes de marche. Du coup, elles m'ont raccompagnée, arrivée chez moi. Ma tante n'était pas là. On avait appelé ma tante, elle était au travail. Et puis ma tante était cadre infirmier. Elle était cadre infirmière à cette époque-là. Et donc, elle connaissait un peu le milieu médical, un peu les maladies, les pathologies, tout ça. Et je crois qu'elle avait déjà eu affaire aussi à des personnes ayant des problèmes ou des troubles mentaux ou psychiatriques en quelque sorte. Et elle était rentrée. En rentrant, elle me demande qu'est-ce qui ne va pas. Je lui dis, bah, ça va bien. Moi, pour moi, tout allait bien en fait. Mais c'était clair que ça n'allait vraiment pas dans mes attitudes, mon comportement ou ce que je disais. Je lui dis, ça va bien. Puis elle me dit, oh, je pense que tu vas faire ton sac. Fais ton sac, prends juste des affaires, ramasse des slips, des affaires. On va aller quelque part. Elle ne voulait pas me dire où. Parce qu'elle savait pertinemment que si elle me disait où on allait, j'allais refuser. Et finalement, j'ai accepté. J'ai commencé à faire mes bagages, à faire mon sac. Et là, je commence à comprendre, en fait. Je commence à réfléchir. Je dis, mais tu veux m'amener où? Elle me dit, non, je crois que je vais t'amener dans un endroit où tu vas pouvoir te reposer, dormir. Ça fait quelques jours que tu dors plus. Et j'ai commencé à être un peu résistante. J'étais résistante. Je lui dis, non, Tata, moi, j'irai pas. Je lui dis, Tata, pourquoi tu me fais ça? Et c'était aussi une période où j'avais tellement des rêves. J'avais des hallucinations, je voyais des choses. Je ne saurais pas expliquer ce qui m'arrivait. Mais finalement, elle m'avait amenée avec elle et puis elle m'a amenée, on a fait un chemin, on a fait 1h30 de route. On est arrivé dans la ville qu'on appelle Chalon. Et c'est là qu'on est arrivé au centre, en fait. Et elle m'a dit, bon, ben, elle m'a expliqué, elle essayait de me rassurer. Puis là, j'ai été pris en charge, elle m'a laissé là, j'ai été pris en charge par des infirmiers. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à l'hôpital psychiatrique pour la première fois. Et il y a eu d'autres fois? Oui, en totalité, j'ai fait 7 crises donc 7 hospitalisations depuis mes 16 ans. Aujourd'hui, je vis au Canada et pas plus tard que l'année passée, j'en ai fait une dernière et je crois que ce sera la dernière. Et, et c'est ça. Alors, merci de ton retour d'expérience et j'aimerais bien revenir sur ce que tu viens de dire parce que tu as dit l'année dernière, j'ai vécu encore une hospitalisation et je crois que ça sera la dernière. Qu'est-ce qui te fait dire que ça sera la dernière? Ce qui me fait me dire que ce sera la dernière, c'est que il faut savoir que ces crises-là me prennent tellement d'énergie, m'ont pris de l'énergie dans le passé.
Et à chaque fois que je me trouve dans une crise, c'est comme si je dois reprendre ma vie à zéro quand je sors de l'hôpital. Et l'été passé, c'était vraiment très violent. J'ai fait des choses euh, où je me suis retrouvée des choses humiliantes, en fait, où je saurais même pas comment dire ça. Je me suis retrouvée à faire des choses que je ne fais pas dans la vie de tous les jours ou qui auraient eu un impact sur l'avenir de mon fils, mon conjoint. Et je me suis dit que non, quand je sors, parce que quand j'allais déjà mieux, mes derniers jours d'hospitalisation, je me suis dit quand je sors, je ne veux pas, je vais faire attention à ma médication, donc je vais la prendre. Et je veux aussi poser des questions à la famille, à ma mère notamment, ou à son grand frère, pour qu'il puisse me dire qu'est-ce qui se passe avec moi en fait. Parce que des fois, j'ai lié à ça aussi, à nos traditions africaines, parce que durant tout mon parcours, en fait, j'ai toujours été dans le questionnement entre spiritualité chrétienne, spiritualité tradition africaine, tout ça. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qui se passait avec moi? Et quand je suis sortie, donc, je me suis dit, non, ça va être la dernière fois. Parce que de un, je vais prendre soin de moi, je vais prendre les médicaments qu'on me donne et je ne vais plus arrêter mon traitement. Et de deux, je vais faire attention à moi-même. Je vais prendre soin de moi dans tous les sens du terme. Donc, ça passe par la thérapie, ça passe par le fait d'aller chez mon psy à chaque rendez-vous. Ça prend le fait de ne pas oublier ma médication. Donc, c'est ça qui me dit que non, ça ne va plus y arriver. D'accord. Alors, juste pour nos auditeurs et nos auditrices, j'aimerais en tout cas expliquer la différence entre une maladie mentale et une santé mentale pour qu'ils puissent comprendre l'échange qu'on va avoir. Alors, la définition de la santé mentale est la suivante. Il s'agit d'un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. Ça, c'est une définition de l'OMS. Donc, en clair, il s'agit d'un équilibre entre les différents aspects de votre vie sociale, physique, mentale, économique et spirituelle. Alors que la maladie mentale, euh, qui est donc notamment, par exemple, la bipolarité dont Cynthia décrit les faits, qui est souvent appelé d'ailleurs trouble mental, des troubles mentaux. Des fois, on dit que, ou on peut dire une maladie psychologique, on peut dire des troubles mentaux. En fait, là, c'est un ensemble de manifestations cliniques d'ordre psychologique et comportemental qui ne sont pas toujours aisées à identifier. Ceci inclut les troubles de l'humeur, c'est ce que tu disais tout à l'heure, une altération de la perception de la réalité ou l'anxiété. Et derrière, naturellement, contrairement peut-être à la notion de maladie, voilà, de santé mentale, pardon, là, une personne qui souffre de maladie mentale ou de troubles mentaux peut avoir un traitement médicamenteux au regard des troubles que la personne va présenter. Et là, la prise en charge d'un psychologue ou d'un psychiatre est nécessaire. C'est pour ça que des fois, les personnes qui s'intéressent aussi aux questions de maladie mentale ou de santé mentale vont voir que la santé mentale, ils vont peut-être plus se tourner vers un coach de vie ou des coachs qu'on voit sur Instagram ou des fois même d'ailleurs des pasteurs ou des prêtres, on le voit beaucoup en Afrique, alors que les personnes qui souffrent vraiment de troubles mentaux et qui ont un vrai problème avec leur santé, notamment sur le cadre de la santé mentale, ils vont se tourner vers des professionnels de la santé, donc un psychologue et si plus grave, un psychiatre. Je sais que quand je m'intéresse, je sais que beaucoup de personnes, que c'est très rare ou c'est beaucoup compliqué des fois de diagnostiquer bipolaire. À quel moment on t'a dit que tu étais bipolaire? On m'a dit pardon, que j'étais bipolaire justement quand ils ont vu que mes humeurs changeaient. Parce que c'est quoi un trouble bipolaire en fait? Le trouble bipolaire, c'est vraiment une maladie psychomaniaque où tu as deux phases. Tu as la phase où tu es vraiment très exalté, euphorique. En fait, tu penses que le monde t'est dû, tu es dans des périodes vraiment de joie extrême. Et tu as l'autre phase où tu déprimes.
Donc, ça fait comme, c'est bi, c'est deux. Bi parce que bi, ça veut dire deux. Donc, c'est comme, tu as la phase euphorique pendant peut-être une semaine durant, ou comme moi, ça avait duré, là. Tu es tellement, tu fais tout à 100 à l'heure, même ton cerveau fonctionne à 100 à l'heure. Tu as l'impression que tu comprends tout, que tu peux tout faire. Et tu as l'autre côté où après, quand tu as fini, là, quand ton cerveau a fini de carburer, tu tombes et puis tu te retrouves dans une période dépressive et là, tu commences simplement à ruminer du noir et, et c'est ça. Donc, moi, c'est surtout aussi à mes 16 ans là, que vraiment ils ont pu mettre un doigt dessus. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'ils m'avaient dit, ils m'ont dit, c'est certainement héréditaire. Et, et là, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, si c'est héréditaire, ça veut dire que genre, ça peut venir des parents parce que j'ai vraiment cherché. Quand on t'annonce quelque chose comme ça, on te pose un diagnostic, surtout quand il s'agit de maladies mentales, des fois, tu es dans le déni. En tout cas, moi, j'étais dans le déni à cette période. J'étais jeune, j'étais en bonne santé, je voulais faire des choses, mais ça a comme un peu ralenti, ça a un peu comme changé le cours des choses de ma vie. Et là, je me posais des questions. Est-ce que les parents ont déjà eu ça? Est-ce que... Et j'ai fini par découvrir que oui. Parce que dans les discussions avec mes tantes, parce que je vivais en France avec ma famille paternelle et avec mes tantes, et mes tantes me disaient, oh, mais c'est vrai qu'on t'a jamais dit, mais ta mère, quand elle était plus jeune, à telle période, elle se baladait toute nue dans les rues de Yaoundé. Oh, ta grand-mère, elle a eu ci. Mais ça venait pas de mes parents directement, ni de mon père, ni de ma mère. On dirait que ma mère, elle n'a jamais voulu en parler. Et on te dit ça, Moi, quand tu avais 16 ans ou on t'a dit ça un peu plus tard? peut-être, je dirais, un an après, parce que un an après, j'ai encore eu, un an et demi après, j'ai eu une autre crise qui m'a encore amenée à l'hôpital. Et c'est là que ma tante commence à me parler, mes tantes, elles commencent à me parler sur le sujet. Alors, tu as quel âge aujourd'hui, Cynthia? Aujourd'hui, j'ai 29 ans. J'ai D'accord. 29 ans. Bon, on parle d'une histoire qui date d'hier, en fait, qui date d'il y a 13 ans. Oui. Donc, Tu depuis es, l'âge de mes 13 ans aussi, je suis... tu es Oui. au Cameroun, tu as grandi au Cameroun avec tes parents, Euh, j- avec tes enfants. oui, j'ai quitté... j'ai grandi au Cameroun de 0,1 jusqu'à mes 11 ans à Yaoundé avec mon père et ma mère, mais juste ma mère à l'époque, parce qu'après mon père, lui, il est parti. Et il est parti au Canada pour faire ses études, continuer ses études. Après, je me suis rendue en France à l'âge de 11 ans. Ma tante a décidé d'être mon tuteur et de me prendre. Et elle voulait me donner, c'était comme une manière pour elle qu'elle disait aux parents de me donner un avenir meilleur. Donc, elle voyait que j'étais une enfant débrouillarde, que voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté le Cameroun à 11 ans. Je me rends donc en France et en France, donc, c'est là-bas, c'est nouveau, c'est tout un changement. Déjà, ma famille me manque énormément. J'ai jamais été séparée de ma mère, de mes frères. Et j'arrive sous le toit de ma tante, elle qui a déjà des enfants aussi, des grands-enfants. Mais c'est une tante là qui n'est pas une tante maternelle, parce que justement, la figure maternelle que moi j'avais laissée au Cameroun, bah, c'était pas la même relation que j'avais avec elle quand j'étais en France avec ma tante. Et ma tante, c'est une femme un peu très stricte, qui s'attend à certaines choses, que tu fasses certaines choses. Elle veut que tu ailles dans tel domaine d'études, que tu fréquentes tel type de personnes. Et puis, on était dans un milieu, on vivait dans un petit village, donc on était presque parmi les seuls noirs du village. Et du coup, j'étais vraiment entourée que de mes camarades et de mes amis, de mes collègues caucasiens. Et je vivais vraiment sous les dictons de sur comment ma tante voulait que je vive. Et quand on quitte ce village, on va en ville. Et là, j'arrive à mon adolescence, un peu 14 ans, 14, 15 ans, 16 ans.
là, je commence à faire les choses selon ce que moi, je veux et selon ce que ma tante n'approuve pas, en fait. Et, ça se passe mal, ça se passe pas bien à la maison avec ma tante parce que je fréquente des personnes, je fréquente des noirs en quelque sorte parce que ma tante, elle s'est mariée à un blanc, puis c'est comme si elle a fait le deuil de sa personne en tant qu'elle est, qu'elle ne veut plus avoir affaire avec des noirs. Du coup, je vis comme ma tante veut, mais à l'adolescence, cela se brise. Et j'ai fait des crises, je fais une première crise à 16 ans, une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, au fur et à mesure des années, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que j'arrive à un moment où je n'accepte même pas, je vis toujours dans le déni, je n'accepte pas le fait que je dois me traiter, je dois me faire suivre et je dois prendre de la médication. Et c'est pour ça que les crises s'enchaînent en fait, parce que si depuis mes 16 ans, j'avais su conscientiser le fait que je devais prendre de la médication et me dire que je devais continuer à me faire suivre par les psys, je pense qu'aujourd'hui, depuis longtemps, en fait, j'aurais été stable et ma vie aurait été différente. Oui. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est... Enfin, tu as parlé de 4 crises. Ces 4 crises ont été dans quel laps de temps? Entre tes 16 ans et tes 18 ans? Ou entre tes... Mes 18 ans, mes 16 ans et mes 19 ans, je dirais. Oui. Et il y avait un élément déclencheur ou ça te prenait comme ça? Il y avait toujours des éléments déclencheurs. C'est aussi ça le truc, c'est que la bipolarité, c'est quelque chose qu'on dit, ça a plusieurs facteurs. Facteurs environnementaux. Quand on parle environnementaux, on dit que c'est ton environnement dans lequel tu vis, si c'est stressant, si c'est comme moi, je vivais chez ma tante là. Et il y a aussi les traumas, l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais enfant qui a fait en sorte que quand tu es grand, ça explose en fait. Et il y a aussi le facteur héréditaire. Donc tout ça là réuni ensemble, ça, à un moment donné, quand je grandis, ça explose. À chaque crise, je dirais que élément déclencheur, bizarrement, ça n'a peut-être rien à voir, mais moi, je crois que des fois, ça a un lien. À mes 16 ans, c'est la première fois que j'ai vraiment un copain en tant que tel. Et voilà, ça se passe comme ça se passe et tout. Et après, la prochaine crise, c'est parce que je ne prends pas la médication. Donc, c'est aussi des médicaments tellement lourds, parce que la posologie est tellement lourde que des fois, tu prends, ça te shoot un peu, on va dire, et certains médicaments ont un effet direct sur les neurones, en fait. Et quand tu les arrêtes, ça crée un débalancement, comme un déséquilibre, en fait. Les neurones se disent, mais tu m'alimentais de quelque chose, mais puis là, il n'y a plus ça. Puis du coup, ça ne fonctionne pas bien. Du coup, j'ai arrêté. À plusieurs fois, en fait, j'arrêtais souvent parce que je n'étais pas encore arrivée à la phase d'acceptation de la médication. Je refusais tout le temps de prendre la médication comme il se devait. Et quand je ne la prenais plus, ça allait un temps, ça allait très bien. Et puis après un certain temps, au bout d'1 mois, pouf, je suis en phase de maniaque. Je ne dors plus. Et après, quand je ne dors plus pendant cette phase, je retombe dans la phase, hop, je déprime. Et là, quand les gens voient que c'est déjà ça, c'est déjà le moment Pendant cette période-là, je dirais que j'étais dans le déni. Je n'avais plus ma médication. C'était le moment où, justement, on m'amenait à l'hôpital. Et je me rends compte, en fait, que toutes ces hospitalisations ont eu lieu, justement, parce que j'étais tout le temps dans le déni du fait que je devais prendre ma médication et mes médicaments. Et c'est ça, en fait, les éléments majeurs qui ont vraiment déclenché les autres crises à chaque fois.
Et à quel moment tu as décidé de t'intéresser à ta lignée et que tu as découvert Euh, ta maman, ta grand-mère? j'ai commencé à m'intéresser à ma lignée surtout très tôt, après la première crise en fait. Parce que là, j'ai commencé à réfléchir. Je me disais, OK, si les médecins pardon, disent que c'est héréditaire, ça veut dire que il s'est déjà passé de quoi au niveau des parents. Donc, c'est pour ça que quand mes tantes m'ont parlé, m'ont mis la puce à l'oreille, j'ai commencé à vouloir faire des recherches, même à savoir autour de moi si c'était déjà arrivé à un des parents. Et j'ai compris que oui, il y a bien eu une période où ma maman en avait souffert quand elle était plus jeune. Quand elle venait de se marier, je pense que c'était cette période-là. D'après ce qui est dit, c'est que elle s'était vraiment dénudée, puis elle se baladait tout nue dans les rues de Yaoundé, quoi. Mais ça avait duré pour elle juste une semaine. On l'a pris en charge aussitôt. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on l'a pris en charge. Je sais que dans ma famille, j'ai ce qu'on appelle des hommes de Dieu, enfin des personnes, des pasteurs, notamment le grand frère de ma mère. Et lui, il aurait beaucoup de choses à me dire, par exemple, sur le sujet, mais on n'a jamais eu vraiment l'occasion d'en parler. Et je sais que apparemment, c'est lui qui aurait pris en charge ma mère. Et après, je n'en sais vraiment pas plus. Et je me suis demandé aussi si au-delà de la médication, on pouvait me prendre en charge autrement. Parce que moi, en fait, ce qui me dérangeait quand j'étais plus jeune, c'était de me dire que j'allais être dépendante des médicaments presque toute ma vie, en fait. Et je me disais, mais il n'y a pas d'autre manière de me soigner au pays. Et je posais souvent des questions. Je posais des questions à ma mère. Je lui demandais, maman, est-ce que tu n'as pas déjà pensé, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre manière de me soigner? Est-ce que c'est vraiment, on va dire, qu'il n'y a que les médicaments? Parce que ces médicaments-là, il faut savoir que quand je les prends, ça a un impact aussi sur mes futures grossesses, en fait. C'est des médicaments que, par exemple, si je tombe enceinte, je ne peux pas allaiter l'enfant pendant que je prends les médicaments. Donc, il faut que j'arrête les médicaments. Je suis vulnérable, donc quand j'arrête. Et là, il faut qu'il y ait un suivi très rapproché au niveau de l'enfant pour pas que pour qu'on voit que le médicament ne va pas dans le lait, dans mon lait, pour que ça ait un impact sur l'enfant. Et on disait aussi que les médicaments peuvent avoir un effet sur le fœtus. Peut-être que le fœtus peut être mal formé ou tellement de choses. Donc moi, avec tout ça, je m'étais toujours dit que non, je veux qu'on me soigne autrement. Et j'allais demander à ma mère. Ma mère est d'origine, son papa était de l'Ouest et sa maman du Sud. Et je lui ai dit, mais du côté de ton papa, parce que tu es originaire d'une chefferie, est-ce que là-bas, on ne peut pas soigner autrement? Je posais des questions à ma mère. Et ma mère me disait non, qu'elle ne sait pas, elle ne prie bon, que Dieu, comme elle prie, qu'elle n'en sait pas plus, qu'elle n'a pas des liens avec sa famille paternelle. Et c'était ça. Alors, 13 ans après ta première crise, est-ce que tu en as parlé à ta mère? Qu'est-ce que ta mère t'a donné comme conseil? Parce que tu disais que ta mère, elle t'a jamais parlé de ce qu'elle a vécu. Ce sont tes tantes paternelles. Donc, jamais, Mhm. maman, vous avez eu l'occasion d'en discuter? Non, 13 ans après, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter, même après la dernière crise. C'est comme si elle est toujours dans les dénis, en fait. Comme si à chaque fois que je vais essayer de lui demander ça, de lui parler de ça, elle ne me dit rien de bon. Elle va toujours essayer d'esquiver la conversation. Et même quand ça arrive, euh, parce qu'il faut dire que depuis que je vis ça depuis mes 16 ans, le rapport entre mes frères, mon père, ma mère vis-à-vis de moi a beaucoup changé par rapport à quand j'étais enfant. Genre, je suis toujours vue comme l'enfant qui a toujours les problèmes, en fait. Les problèmes de santé, l'enfant qui est toujours
Certains diraient l'enfant qu'on a vendu. Et je me dis, mais ma mère, pourquoi elle ne me dit pas, elle, ce qu'elle a vécu? Et elle n'a jamais pu, en fait, elle n'a jamais voulu, cette conversation n'a jamais vraiment eu lieu, même si j'ai toujours suscité cela. Même l'été dernier, c'est toujours, ah, il faut faire attention à toi, juste dit, il faut faire attention à toi, il faut que ton mari prenne soin de toi. Mais alors que si ma mère m'avait dit, ma fille, moi aussi j'ai vécu ça, voici ce que j'ai fait, voici comment j'ai fait. Et ça n'a rien changé sur la personne que je suis. Parce que je me suis toujours dit que si elle a eu ça, la grand-mère a eu ça, et puis que moi maintenant j'ai ça, je veux que ça s'arrête à moi. Je veux pas que ça aille au niveau de mes futurs enfants, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et ton père, tu lui as posé la question? Euh, je lui ai déjà posé la question, mais c'est toujours pareil, des questions sans réponse. Des questions sans réponse. C'est toujours, on discute, mais, mais peut-être que c'est aussi à moi encore d'aller plus en profondeur et de bien verbaliser ce que j'ai vraiment besoin de savoir. Mais au niveau de mon père, non. J'ai jamais eu la réponse non plus. Il a jamais évoqué que sa femme, son ex-femme a eu des, ce genre de problème, quoi. Et justement, est-ce que toi, dans tes souvenirs de tes 11 premières années au Cameroun, tu te souviens des choses qui auraient pu te laisser penser que ta mère était toujours malade? Oui, peut-être pas toujours, mais il y a eu de ces fois-là où elle était tellement colérique. Donc, ma mère, en fait, quand on était enfant, on l'appelait Hitler. Donc, quand ma mère arrivait, on avait peur. Et des fois, sa colère, ça allait tellement dans des extrêmes de violence physique, en fait, qu'elle nous infligeait à nous, ses enfants, que des fois, on se posait des questions. Il y a même eu des fois, je me suis posé si j'étais pas adoptée. Je me demandais, parce que ma mère, des fois, elle pouvait nous taper, même des fois avec la machette. Je me posais la question. Des fois, elle nous tape, elle nous blesse, elle nous amène à l'hôpital, elle nous soigne. Ça va bien. Après, peut-être un mois plus tard, ça va recommencer. Et je me posais des questions, je m'étais souvent posé des questions mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma mère est tellement en colère? Des fois, ça va être juste peut-être 1 000 francs qui a disparu de la table. Un de mes frères a pris, mais on va tous nous fouetter, tous nous taper. Mais c'est souvent tellement violent que des fois, c'est ça qui me fait me dire, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, est-ce est-ce qu'elle était même bien? Est-ce qu'elle était même juste déjà très bien? Parce que bon, elle semble stable, ma mère, aujourd'hui. Mais ces excès de colère, là, quand elle devait nous punir, c'est ça qui me disait, qui peut me faire dire qu'il y avait de quoi. Et face à ta maladie, qu'est-ce que tes frères disent? Parce qu'ils sont adultes, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils le verbalisent? Alors, souvent avec mes frères, j'ai une petite sœur qui vient après moi, par exemple. Euh, elle a, elle a quoi? Elle a maintenant 25 ou 26 ans. Et les gens, au niveau de juste la fratrie, ça a toujours été comme si même mon droit d'aînesse avait été vendu, parce que c'est ce que j'ai toujours ressenti. Parce que euh, étant fragilisée par ce diagnostic, cette maladie, même ce que je pouvais faire quand les amis du père, de mon père ou de ma mère apprenaient ce qui m'arrivait, ou quand on devait présenter ma petite sœur et moi, par exemple, quelque part dans un événement, j'avais toujours l'impression que on se disait, ah non, les gens disaient, c'est pas une impression, j'entendais les chuchotements des gens. Ah, la petite sœur a l'air de toute façon plus intelligente. La petite sœur a l'air de toute façon plus mature. Parce qu'il se basait sur le diagnostic déjà que j'avais. Du coup, ça faisait en sorte que partout où on allait, on se disait que c'était ma petite sœur qui était déjà qui était toujours plus en avant, parce qu'elle est dans les sciences, elle est plus intelligente. La grande sœur n'a jamais fait franchement,
pas fait ses études comme il se devait. Donc, c'est la petite sœur. Et même mes grands frères, j'en ai 3. Eux aussi, ça a toujours été ça que je suis du coup la petite sœur moins capable, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'ils se sont tous mis dans cette position et ils m'ont traité de telle sorte, en fait, de me sentir que moi, je finissais par me sentir donc c'est comme ça que mes frères pensent vraiment c'est réellement ce qu'ils pensent de moi. Et à cause de la manière dont mes frères et mes parents agissent ou agissaient vis-à-vis de moi, cela donnait aussi le legs aux gens de l'extérieur de comment ils m'abordent, comment ils me traitent. J'ai même eu tellement de commentaires du genre, il y avait même des amis femmes à mon père qui venaient me voir à la maison après ma première crise au Canada en 2016 quand je suis arrivée. Une amie à mon père me dit, tu es trop belle pour tomber malade. Et je dis, ça veut dire quoi encore? Je suis trop belle pour tomber malade. Donc, même le critère physique a quelque chose à voir avec ma maladie. Donc, c'est parce que tu es moche ou belle que toi, tu vas tomber malade ou je ne sais pas. Et elle me dit, et j'avais souvent ces commentaires, la folle, la fille d'Emmanuel, la folle. Donc, ça venait toujours me chercher. À l'époque, hein, ça venait vraiment me chercher. Aujourd'hui, ça vient moins me chercher, mais c'est toujours là. C'est des commentaires que je n'oublierai pas. Des personnes que je connais très bien même et que je ne côtoie pas par contre, que heureusement je ne côtoie plus. Mais c'est ça. Comment me traitaient mes frères, comment me traitaient mes parents, ont fait en sorte que je me suis toujours sentie comme si j'avais toujours à prouver en fait. Toujours me battre pour dire que ok, j'ai de la valeur. Donc c'est un peu ça. Alors, à l'aube de tes 30 ans, comment tu t'es construite? Parce que ta dernière crise date d'il y a 1 an, je crois. Tu es Mhm. donc, en relation avec une personne. Euh, Mhm. Comment tu t'es construite? Comment tu te construis? Euh, à l'aube de mes 30 ans, des fois j'ai l'impression que je suis en retard, sincèrement. Même si les gens qui m'aiment vraiment fort et sincèrement, comme mon mari, mon fils ou des amis, peuvent me dire non. J'ai souvent l'impression que ma vie, des fois, que ma vie a été en plan pendant un temps et que à cause de ces diagnostics que je ne sais pas, euh, ça a changé tellement de choses. Comme les études, je n'ai jamais fait comme je devais le faire. Je suis toujours aux études à l'heure actuelle, ce qui n'est pas dramatique, c'est même bien. Je travaille, je suis stable, mais ces crises passées ont ralenti en quelque sorte, ont donné une autre tournure à ma vie. Parce que des fois, aujourd'hui, j'ai 29 ans, je suis mariée, c'est bien, je suis heureuse dans mon foyer, j'ai un magnifique bébé de 2 ans, mais je me dis, je me voyais tellement plus loin à mes 29 ans, parce que je sais que je suis capable de beaucoup de choses, mais je me dis aussi que, oh, ce diagnostic a vraiment... Et le fait que j'ai pas pris ma médication dans le passé le plus tôt possible, le fait que j'ai pas saisi ça dans ma tête, que ma stabilité peut-être pouvait dépendre, oui, d'une seule pilule, de quelques médicaments, d'une thérapie. Le fait que je n'ai pas saisi ça plus tôt, ça, ça a laissé certaines choses quand même qui auraient dû être faites depuis. Donc là, j'ai quand même 29 ans aujourd'hui. L'année prochaine, j'ai 30 ans. Je me dis souvent seulement que mes énergies positives, je les prends. Mes énergies négatives, je les laisse. Euh, je me bats et je continue. Tant que j'ai le souffle de vie là, je me bats. Je vais continuer de prendre ma médication, de suivre mes thérapies parce que j'ai des psychothérapies, j'ai un psychiatre. Et de prendre soin de moi parce que j'ai remarqué que à chaque fois que je ne suis pas bien, à chaque fois que je suis en crise, ça impacte tellement mon environnement, ça impacte et mon mari, et mon fils, et les autres, et mes amis autour.
Et ça fait que je suis obligée de recommencer. Quand je sors de l'hôpital, quand je suis à l'hôpital, la vie est en stand-by. Quand je sors, je reprends, je reprends tout à zéro parce que je remets en stand-by les études, je remets tout en stand-by. Mais quand je sors, je reprends tout à zéro. Et je me suis dit non, cette fois-ci, c'est la dernière. Je vais non seulement prendre soin de moi physiquement, spirituellement et mentalement aussi. Donc, j'ai encore la vie devant moi, rien n'est perdu. Alors, il y a quelque chose de relativement intéressant qui m'a fait tiquer au début quand on a échangé. C'est que dès lors que tu as fait ta première crise, la sœur de ton père t'a directement amené en hôpital psychiatrique. Alors, Oui. je trouve ça assez spécial parce que culturellement, elle aurait pu appeler un pasteur, elle aurait pu appeler le pays, elle aurait pu. Mais directement, elle t'a emmené en hôpital psychiatrique. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'elle était infirmière, donc c'était logique pour elle de le faire? Ou tu penses que elle s'est souvenue de la condition de ta maman, peut-être qu'elle y a pensé, ou bien l'un dans l'autre, c'est pour ça que très rapidement elle a réagi. Hmm. En fait, hein, je pense que ça doit être les deux. Je pense que premièrement, c'est vraiment parce que c'est une infirmière et elle connaît bien le système médical. Elle est cadre mais je pense aussi que oui, c'est avec ce que la maman a vécu. Parce que mes tantes me l'ont dit après. Donc, je pense qu'elle a juste anticipé. Elle a juste anticipé parce qu'elle savait que pertinemment que, pardon, elle savait pertinemment que en m'amenant là-bas, je pouvais vite me stabiliser en fait. Et faut savoir qu'en 2013, j'ai quitté la France pour aller au Cameroun après 8 ans que je n'ai pas vu mes parents. Mais ma tante n'était pas d'accord parce que c'est une période où j'avais, je crois, arrêté ma médication et ma mère dans les prières avec certains de mes frères, tellement à fond dans les prières, avec des pasteurs. Au début, me disait, oh, pourquoi tu prends même des médicaments? Ta foi peut te sauver. Donc, j'écoutais et j'avais arrêté la médication. Et ma tante, justement, elle avait peur de ça. Elle avait peur que quand j'aille, que j'arrête. Et quand je suis revenue, donc, un mois plus tard, ça n'a pas loupé. J'ai fait une crise. J'ai fait une crise d'euphorie encore une fois de plus. Et c'est ce qui m'a encore conduit à l'hôpital. Donc, ma tante, je pense que oui. Ce qui a aidé, c'est que elle ait agi vite et elle sache reconnaître les symptômes peut-être d'une personne qui ne va pas bien, qui est malade et qui a besoin d'assistance psychiatrique en quelque sorte. Alors, C'est ta plus longue hospitalisation, elle a duré combien de temps? ma première. C'est ta première la plus longue? Oui, c'est la plus longue. Elle a Ça a duré- duré 3 mois. Ah oui. Oui, trois Alors, mois. est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs ou nos auditrices comment se passe une hospitalisation en hôpital psychiatrique? En tout cas, Alors, c'est spécial. C'est, ce n'est jamais un endroit où je souhaiterais que l'enfant de quelqu'un se trouve ou même que quelqu'un se trouve. Parce que des fois même, tu es dans cet endroit, tu vois, tu sens que c'est même certains individus qui sont là ont même des sérieux troubles, plus sérieux que les tiens. Des fois, tu te demandes si tu es même au bon endroit. Donc, ça prend que tout est... C'est comme en fait un peu la prison. On va se dire des vérités. C'est un peu comme la prison parce que il y a une heure à laquelle tu te lèves, une heure à laquelle tu dors. Il y a des heures à laquelle tu prends tes médications. Il y a des heures à laquelle les loisirs sont terminés. Il y a des heures à laquelle tu dois te laver. Donc, tout est calculé à l'heure près, à la minute près. Donc, ce qui fait en sorte que des fois, mes premières journées, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord avec comment ça fonctionnait. Donc, des fois, quand tu es en crise, là, justement, quand tu pètes les plombs, si on peut dire ça comme ça, ou quand tu refuses ou que tu résistes à quelque chose qu'on te dit de faire, ben là, tu peux être contentionné. C'est quoi? Tu peux te retrouver sur ton lit d'hôpital, attaché de tous bords.
Tout ça parce que tu es hyper agité et parce que justement, ils craignent que peut-être que tu les frappes ou que tu fasses quelque chose qui, qui, euh, qui implique la sécurité des autres ou de la tienne ou que tu sois violente. Du coup, parce que oui, en autisme psychiatrie, la violence est tolérance zéro. Donc, ils sont toujours là. Ils sont peut-être, ils vont venir à 4 ou 5 te maîtriser comme ça et te mettre à terre, quoi, te mettre sur ton lit, t'attacher. Ça, ce sont les pires souvenirs que je peux avoir. Et, euh, et je dirais que c'est pas toutes mes hospitalisations qui ont été saines. Oui, c'est l'hôpital psychiatrique, ça peut être un moyen, un endroit vers lequel on peut se tourner, mais ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur endroit, ce n'est pas la meilleure manière, le truc, le meilleur endroit où tu as dit qu'une personne, même des fois, même moi à l'hôpital psychiatrique, je ne me sentais pas en sécurité. Je ne me sentais pas en sécurité, j'avais même peur. J'avais peur, mais c'est un moyen comme un autre auquel, là où on envoie les gens, en fait. Où moi, j'ai été aussi. D'accord. Comment ton mari vit cela? Ça, c'est ma deuxième question. Ma première question, ça revient sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Tu disais que ta dernière crise, elle t'avait relativement choqué parce que tu avais posé des actes que tu n'aurais pas imaginés et ça semble t'avoir déstabilisé. Est-ce que tu peux te donner un exemple? Hmm. Et d'ailleurs, moi, Euh, ma question aussi, c'est est-ce qu'on se souvient quand on est bipolaire des actes que l'on pose ou ce sont les gens qui nous disent et on l'intègre? alors, je vais répondre à la première question pour mon mari. Mon mari, je dirais que c'est quelqu'un de très résilient et de quelqu'un qui s'est forgé vite, en fait, qui a su prendre les choses, qui a su, c'est comme si le cheval est en course, il a su monter sur le cheval pendant que le cheval courait vite. Mais pour dire que on s'est rencontrés, je lui avais dit déjà cash que voilà. Il ne savait même pas à quoi est-ce qu'il pouvait s'attendre. Mais lors de la première fois que je tombe enceinte, euh, je fais une crise pendant ma grossesse. Donc, je suis enceinte, je me retrouve à l'hôpital et c'était difficile pour lui. C'était vraiment difficile pour lui parce que, de un, mon père, avant que je quitte la maison de mon père pour m'installer avec mon, mon mari, parce que j'ai vécu quand même chez mon père jusqu'à assez longtemps quand je suis arrivée au Canada. Mon père ne voulait pas en quelque sorte que je parte parce que il se disait que mon mari ne serait pas capable de gérer ce fardeau. Selon lui, c'était un fardeau. Ne serait pas capable de gérer ça. Mais mon mari, aujourd'hui, je dirais que c'est quelqu'un qui fait vraiment preuve de force, de beaucoup de résilience, de patience aussi. Par contre, il ne le vit pas facilement parce que les gens viennent lui dire, mais ta femme là, l'autre là, c'est, on t'avait dit que ta femme là était comme ça. Est-ce que tu vas supporter ça? Donc les gens viennent toujours lui dire. Personnellement, je sais que si je suis un homme, peut-être que ça viendrait un peu jouer dans ma tête. Mais lui, je pense que même avec tout ça, il reste quand même fort et il supporte. Et il est juste là, il me soutient. Et lui, par contre, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas ces histoires de bipolarité. Surtout, on est dans une communauté afro. C'est quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude qu'on lui parle de mental, de maladie mentale, de tout ça. Parce que chez nous, dans notre communauté, des fois, on dit juste que quelqu'un est fou, en fait. On va s'arrêter là. On va même pas chercher que, oh, il a peut-être un trouble ci, trouble ça. Mais lui, ce qu'il me dit souvent, c'est que avec moi, il est quand même content d'avoir pu connaître tout ce que cachait ce qui était la maladie mentale et tous les paramètres qu'il y avait, que c'était pas juste des gens qui ont choisi comme ça un jour de péter les plombs
ou de changer d'attitude, non. C'est parce qu'il y a des facteurs, donc c'est comme ça qu'il le vit. Après, ta deuxième question, c'était quoi, Audrey? Ma deuxième question était de savoir qu'est-ce que tu avais vécu. Enfin, c'était une question de deux en un. C'est de savoir lorsqu'on pose des actes en crise de bipolarité, est-ce qu'on est conscient des actes que l'on a posés et de leur gravité? Donc ça, c'est ce que je voulais savoir. Et ensuite, la deuxième question deux en un, c'était de savoir, tout à l'heure, tu disais au début, quand on a commencé à échanger, que tu as été quand même assez choqué, ou en tout cas déstabilisé par un acte que tu as posé lors de ta dernière crise, qui t'a aussi fait réaliser que ça devrait être la dernière. Si tu étais à l'aise à l'idée de nous en parler. Mhm. D'accord. Euh, les souvenirs, oui, on en a. En tout cas, chaque individu est différent, mais je pense que moi, j'en ai toujours. Mais il y a une grande partie que je n'ai pas. Il y a une grande partie de mes souvenirs que je n'ai pas. Par exemple, les moments où je disais des choses tellement ignobles à tout le monde, tout individu qui m'approchait, que ce soit mon mari, mon père, les médecins, j'étais tellement méchante. Ça, là, c'est des moments où je ne m'en souviens même pas. Un jour, un de mes médecins m'a dit, mais vous m'avez dit, madame, vous êtes raciste. Je lui dis, moi, je vous ai dit ça. Dans mon état normal, genre, à quelques mois après, elle me dit, oui, je me souviens que vous m'aviez dit ça. Et je lui dis, non, je m'en souviens pas. Et mon mari aussi, des fois, il me compte, il me dit, voilà ce que tu faisais, voilà ce que tu disais, tu voulais le divorce, tu disais que, oh, voilà. Et, euh, et donc, je dirais que oui et non, on a des souvenirs. Mais moi, j'en ai et d'autres que j'en ai pas. Mais j'en ai il y a plus de souvenirs que j'en ai pas que j'en ai en fait, parce que c'est le brouillard total quand tu es dans des crises comme d'euphorie, quoi, comme j'ai été. Et l'année passée, ce qui s'est passé, c'est que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. En fait, tellement j'étais dans mon euphorie, même étant à l'hôpital, parce qu'il faut dire que l'hôpital où j'étais n'était pas, à cette période-là, j'avais droit à mon téléphone et je m'étais filmée, moi, toute dénudée. Et j'avais posté sur tous mes réseaux, en fait. Que ça soit, heureusement que je n'ai pas posté ça sur LinkedIn, ça me fait un peu sourire. J'avais posté ça sur Instagram, Messenger, What, peut-être WhatsApp, Snapchat. J'ai posté ça, j'étais nue. Donc j'étais devant le miroir, j'avais pris une photo, puis on aurait dit que à ce moment-là, le souvenir que j'ai de cette période, c'est que mon cerveau était déconnecté. J'étais dans un lâcher-prise total et je vivais les choses selon comme si j'étais une queen, une reine de je ne sais quoi, qui, en fait, j'étais complètement déconnectée et j'ai posé ce geste. Quelques temps après que j'ai posé ce geste, quelques heures, quelques minutes après, même pas heures, 20 minutes après ou 10 minutes après, je crois que au pays, on a écrit à mon mari, mon père a été avisé, certaines de mes tantes qui ont vu ça ont été avisées en France. Donc que ce soit de la France, de l'Afrique au Canada, mes amis qui étaient ici, ils ont tous appelé mon mari, ils m'ont dit, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu ce qu'elle a mis? Est-ce que tu as vu? Et il est allé dans mes comptes, il avait le mot de passe, il a supprimé un à un. Ça a fait juste 10 minutes, mais c'était déjà trop tard en fait. 10 minutes, c'était trop. Et c'est ça en fait. Si je peux dire quelque chose encore, c'est que dans les périodes de crise là, on fait des choses, ça commence par le manque de sommeil, des propos incohérents, des actes inappropriés ou impensés, des actes vraiment bizarres que tu vas faire. Euh, ça peut aller très loin des fois. Et des fois, c'est que dans ces moments-là, tu es tellement même en détresse. C'est ce que les gens ne savent pas, c'est que tu souffres. Et c'est ce que je disais souvent à mon mari, c'est que quand mon cerveau fonctionne comme ça, je souffre parce que ça fait mal en fait. Je ne saurais pas décrire le mal que je ressens, mais j'ai mal, je ressens juste comment j'ai besoin de repos, mais je n'arrive pas à me reposer parce que le cerveau continue juste de
c'est comme si c'est une cocotte minute qui est en train d'être chauffée, quoi. Et quand je trouve le repos, bah, je me repose vraiment. J'arrive à retrouver mes esprits. Donc, il y a les symptômes. Il y a des symptômes qui ne trompent pas. Mais des fois, j'avais écouté. Après, j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet aussi. J'ai découvert qu'il y a des gens, des fois, leur crise ou leur période d'instabilité, ça dure 5 ans, 4 ans, 3 ans. Et vous imaginez ce que ces gens-là font. Des fois, ils frôlent la mort. Et des fois, même certains ne supportent même plus. Ils pensent au suicide. Et ça m'est arrivé juste une seule fois dans mes périodes de crise où j'ai pensé au suicide. Tellement j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Je me suis dit, non, c'est bon, mieux c'est fini, quoi. Au-delà de ton mari, Hmm. c'est un support système. Est-ce que tes amis sont tes amis? Est-ce qu'ils comprennent ta maladie? Est-ce que tu leur en parles? Est-ce que tu essaies de démystifier tout ceci? Oui, mon mari, il me supporte, il m'aime. Les amis, j'en ai perdu beaucoup durant toutes ces années. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas le temps de chercher à comprendre ce que tu vis exactement. Ou qui ont peur parce que ça fait peur. Les gens ont peur. Mais il y en a aussi d'autres là, comme l'année passée. C'était même pas une amie d'origine africaine. C'était mon amie caucasienne qui s'est vraiment battue, qui est venue me rendre visite, qui était là. C'est vrai que je suis dans une communauté chrétienne aussi. J'ai aussi vu des frères et des sœurs qui sont venus, qui m'ont rendu visite, qui me montraient de l'amour, qui me montraient que voilà. Et c'est toutes ces choses-là, cet amour en fait. Mais je dirais plus que au-delà de cet amour, je vais puiser dans ma personne. Je vais, parce que j'aime la vie et je vais puiser dans ma personne pour, euh, pour me dire que non, je dois me battre. Et surtout quand je pense à mon fils. Mm. Je me dis, j'ai un petit de 2 ans. Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas de maman? Comment ça va? Et, et c'est là que tu te dis que ta maladie soit là ou pas, tu vas te battre. C'est ça qui me donne la force d'aller étudier tous les jours. C'est ça qui me donne la force d'aller travailler. Je combine études, travail, vie de famille. Et le regard des autres, maintenant, je laisse. Ceux qui ne me portent pas, qui ne comprennent pas. Et pour sensibiliser aussi, j'ai une chaîne YouTube. Au début, j'avais fait une série de vidéos. J'avais même fait une vidéo de story time où je parlais de ça. Beaucoup de gens ont été touchés parce que les gens, je me rends compte que les gens sont ignorants. Surtout chez nous, dans notre communauté afro, les gens sont ignorants. Tout à fait. Ils ne savent pas. Donc, je sensibilise comme ça, en fait. Pas des vidéos, pas des messages. Des fois, j'écris. Alors, quelles sont tes perspectives? Quelles sont tes perspectives d'avenir? Qu'est-ce que tu visualises? Alors, Qu'est-ce que tu mes demandes? perspectives perspectives d'avenir, je me vois déjà avoir mon diplôme d'ici 2000, je finis en 2025, en hiver 2025. Je travaille toujours. J'ai beaucoup le goût d'entreprendre et parler, sensibiliser. Je me suis toujours dit que je veux mettre en place un projet qui me permettrait d'avoir des plateformes ou être dans des événements où je peux sensibiliser, qu'on me donne juste la parole pour parler de ça. Mhm. Et j'aime beaucoup l'entrepreneuriat aussi. Et il y a plus une association que j'aimerais mettre sur pied. C'est ça mes rêves. Mais je me dis, à court terme, d'abord, de graduer. Dès que j'ai fini de graduer, je travaille. Et à côté de ça, si je peux mettre mon association ou mon organisme sur pied pour sensibiliser justement les nouveaux arrivants, parce que j'ai remarqué qu'ici au Canada, il y a beaucoup de personnes nouvelles arrivées qui souffrent justement, qui ont des enfants, qui arrivés ici, des enfants. Les enfants, ça ne va plus. Dans la tête, il y a quelque chose qui ne va plus. Et ces personnes-là n'ont pas les ressources, ne savent pas où aller, mais vont souvent garder l'enfant avec eux à la maison
ou alors se tourner vers des pasteurs seulement dans des prières. Mais des fois, on a besoin de la thérapie. On a besoin du psychiatre. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta maman si elle nous écoute, si elle nous entend là? Quel est le message que tu aimerais lui dire? J'aimerais tout simplement lui dire que maman, j'aurais aimé que tu partages et j'aimerais que tu partages avec moi ce que tu as vécu parce que si tu l'avais partagé, je pense que ce que les gens disaient de moi m'aurait pas affecté durant toutes ces années comme ça m'a affecté et que c'est tout à fait normal mais d'avoir une maladie mentale. Ce n'est pas, je pense qu'on doit normaliser ça et j'aimerais lui dire ça. J'aimerais lui dire, maman, parle-moi toi de ce que tu as vécu et comment tu l'as vécu. Merci Cynthia. J'aimerais savoir une chose que je t'ai pas posée et là tu as dit ce message que enfin tu as transmis ce message à ta maman. Mais comment tu as su que ta grand-mère aussi était malade? Elle souffrait de maladie mentale. C'est mon père qui me l'avait dit. Ah ton père il t'a dit il t'a pas parlé de Il ça, a dit que il a dit la maman et puis il m'avait dit que la grand-mère aussi. mais il n'est pas rentré dans plus de détails. Non. D'accord. Euh, Tout à l'heure, tu disais, j'aimerais que le cycle s'arrête à mon niveau, mais est-ce que le cycle peut s'arrêter à ton niveau si la maladie est héréditaire? Je pense que c'est ça qui va être le plus challengeant dans les années à venir, en fait, de faire attention à mes enfants, mes futurs enfants ou mon enfant que j'ai déjà. Et après, je me dis juste que faudra vraiment, c'est la personnalité de tout un chacun. C'est ça qui peut déterminer vraiment si la personne est exposée ou pas. Et moi, mon travail à moi, ce sera vraiment d'offrir à mes enfants vraiment un environnement sécuritaire, paisible et sain pour pas que justement il puisse y avoir ça, quoi. Et je me dis, dans le cas où il y aura ça, même si ça arrive, même, imaginons, je saurais déjà comment anticiper et réagir et aider mon enfant, mais j'espère que cela n'arrivera pas. Oui, l'idée, c'est de se dire que en partageant au moins son histoire, l'autre part avec un bagage un peu plus léger. Mhm. Si je sais ce que ma mère a vécu, je suis à même de mieux comprendre ce que je vis, si ce sont des histoires un peu plus ou moins similaires. Et, Mhm. et je peux dans ce cas faire mieux. Je crois que c'est l'idée derrière. Oui, Mieux me soigner, mieux anticiper, mieux être conscient de qui je suis et de ce que je porte aussi comme bagage. oui. Place de la foi, de la religion. Mhm. Parce que une chose aussi que tu as dit à un moment, tout au début, c'est je faisais des rêves, je faisais des hallucinations. Est-ce qu'à un moment durant ton parcours, tu t'es dit, est-ce qu'on ne m'a pas ensorcelé? Bien sûr que si, je me suis dit ça parce que euh, c'était justement ce qui se disait par beaucoup, que justement c'était lié à la sorcellerie, à un envoûtement, à un esprit. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers chercher à comprendre mes origines, d'où je venais, les grands-parents, la maman, d'où elle vient, qui était son papa, et à chercher à savoir si on pouvait me soigner autrement. Ça, c'était avant. C'était comme ça que je voyais les choses. Et je me suis toujours dit que, même spirituellement, que c'était pas ordinaire. C'était pas ordinaire, mais scientifiquement, je peux quand même, je peux quand même me faire aider. Donc, je me fais aider. Mais spirituellement, c'est celui qui aura aussi peut-être un travail à faire parce que je ne peux pas, je suis une personne qui croit en Dieu et je me dis que, il y aurait un travail à faire au niveau du spirit là-dessus. C'est-à-dire,
soit des... je ne connais pas beaucoup les traditions, comment on pratique ça, mais Les rites, par il y a- exemple, Hmm? tu parles de rites quand tu parles de tradition. Oui, 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 oui. Parce qu'il y a eu souvent des gens qui ont dit à ma mère, mais amène-la là-bas, amène-la là, amène-la chez nous, on pourra l'aider, on pourra l'aider, on pourra l'aider à s'en sortir. Est-ce que tu as eu des réponses sur ta lignée? Sur ma lignée, j'ai fait des recherches, notamment du côté de maman. Maman est originaire de Bana Mhm. et elle est de la chefferie. C'est un enfant d'un prince. Son papa était un prince, le prince de la chefferie de Bana à l'époque. Et j'avais cherché, j'étais même jusqu'à aller parler à le secrétaire de la mairie de Bana dans mes recherches pour qu'il me dise ce qui était le nom de mon grand-père. Mais je n'ai pas vraiment pu avoir d'autres informations, des informations concrètes. Du coup, j'ai laissé tomber. Et ta maman ne savait pas qui était quel était le nom de son père? Ma maman, non, elle ne s'en souvient plus parce que quand elle était plus jeune, elle a vu une seule fois. Et c'était déjà quand elle était grande. Et son père l'a vue, son père l'a bénie comme chez dans sa chefferie. Il avait béni en lui faisant, en lui crachant dessus, en lui disant plein de choses, de paroles de bénédiction. Et il a laissé là comme ça. Ils ne se sont plus revus, mais lui avait juste dit, tu reviendras. Tu reviendras chez nous tôt ou tard. Et comment tu sais que c'est un prince? C'est la maman, c'est la maman. Bon, c'est un peu flou, hein, ça c'est vrai. Mais c'est elle qui nous l'a dit parce elle nous dit toujours que son papa était de la chefferie. Et moi, j'ai su, c'était le nom qu'elle avait donné, que j'ai donné ce nom à la personne qui avait accès aux archives. Mais c'est flou tout ça, donc je ne sais pas vraiment, mais je sais qu'elle est juste de cette chefferie-là. Et qu'elle a des frères et sœurs, par contre, oui, elle a des frères et sœurs. Elle a Euh, des frères et sœurs, Ils doivent connaître le nom de leur père alors. oui, mais elle ne connaît pas, elle n'a pas de lien pas plus tangible que ça avec ses frères et sœurs, mais ça serait tellement quelque chose à fouiller, je trouve, qui nous aiderait beaucoup. En tout cas, de savoir d'où on vient. Ouais, ouais, ça serait peut-être, ça serait assez intéressant. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui souffrent en tout cas de troubles mentaux, de maladies mentaux et qui t'écoutent là? Moi, j'aimerais juste te dire que ce n'est pas une fin en soi. C'est comme avoir une maladie mentale. C'est clair que pour certaines personnes, ça peut être handicapant, mais que ce n'est pas une fin en soi et ça ne définit vraiment pas qui nous sommes comme individus. Et on peut se faire accompagner et surtout si quelqu'un voit qu'il a, ou un proche voit, ou même la personne même vit ça, vit un déséquilibre à un moment donné, dépression, troubles dissociatifs, parce que les maladies mentales, il n'y a pas juste la bipolarité, il n'y a pas juste la schizophrénie, il y en a beaucoup. Et que ces personnes-là se fassent aider, que plus tôt on se fait aider, plus tôt on peut apprendre à vivre avec et apprendre à bien vivre. Parce que les gens qui se traînent des crises après crises, des dépressions après dépressions, c'est dangereux. Ça, certains finissent, on sait comment ils finissent, et finissent par lâcher prise. Donc, se faire aider. Et ce n'est pas une fin en soi. Et on peut vivre même avec une maladie mentale. On peut faire des choses. Alors, de nos jours, il y a des présidents qui ont qui ont des maladies mentales. Il y a des avocats, il y a des sénateurs qui existent. Il y a tellement d'acteurs, même des artistes, surtout ici au Québec, qui vivent ça et cela ne leur empêche pas de vivre. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Nous pouvons vivre et nous pouvons nous faire aider, nous pouvons nous faire accompagner.
et ne pas négliger juste notre santé. C'est très important. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ton mari et ton fils de Curie? Je sais qu'un jour, mon fils, certainement, je le souhaite, il écoutera ça. Euh, J'aimerais simplement leur dire que le roc sur lequel et le pied sur lequel ils se reposent, qui est moi dans cette famille, bah, je tiens bon et que je me bats pour ma stabilité. Être justement là en train de te parler, Diane Audrey, c'est vraiment agréable, c'est vraiment euh, je suis contente. Je ne saurais pas dire que je t'ai connue aussi au travers d'une amie qui m'avait partagé ton podcast en 2020 quand j'étais enceinte. Et là, je peux te parler, je peux parler de mon histoire aussi. C'est une très belle opportunité et je suis vraiment reconnaissante de ça. Et mon mari qui continue de me soutenir qu'il n'a pas fait le mauvais choix. Et comme il dit souvent, il n'a pas misé sur et je lui dirais aussi qu'il n'a pas misé sur le mauvais cheval. Je ne suis pas, je suis capable, je suis une femme pleine de vie et on va aller loin. Nous irons tous loin, tous ensemble. Merci beaucoup, Cynthia et Gladys. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Me souhaiter la santé, la santé, que la santé demeure et que je puisse réaliser vraiment tout ce que j'ai à réaliser dans ma vie comme projet et vivre ma vie de manière épanouie. C'est ce que j'aimerais qu'on me souhaite. D'accord. Merci beaucoup, Cynthia. Merci pour cet épisode rempli d'apprentissage. On parle tellement peu de santé mentale que je suis contente, en fait, que ce podcast soit aussi une plateforme où tous ces types de sujets sont abordés. Et celui-ci particulièrement, je crois que Simon m'avait dit aussi, a été pensé pour être une réponse, en fait, aux mots des gens. Donc voilà, merci. En tout cas, on arrive à la fin et j'espère que nos auditeurs et nos auditrices, toutes les personnes qui nous ont écoutés, ont été touchées par ton histoire, touchées pas parce que elle était joyeuse ou elle était triste, mais touchées parce qu'elle nous interpelle. Aussi entre personnes euh, souffrant peut-être de troubles mentaux, mais qui n'arrivent pas à poser des mots sur cela, qui vivent dans le déni, entre personnes étant inquiètes de leur santé mentale, parce que la santé mentale, c'est la santé, on l'oublie souvent. Tu nous interpelles aussi sur notre rôle en tant que membre d'un groupe d'amis ou membre d'une famille, où on a peut-être tous un cousin, un frère ou une amie qui ne va pas très bien et on se contente de dire qu'en fait elle est folle ou elle est complètement perdue, alors que des fois elle a juste besoin qu'on soit là et qui, malgré la dureté des actes qu'elle peut poser, cette personne ne demande que de l'amour. Et je crois que aussi ce que ton partage ou ce que tu nous as donné aujourd'hui, c'est une ode à l'amour. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ce nouvel épisode de la saison 4, chers auditeurs, vous aura plu. N'hésitez pas à le partager aux plus nombreux. Il a été rendu possible grâce au soutien de Spotify, qui nous accompagne sur cette saison 4, et l'agence de communication Omancard, basée à Douala et Abidjan. N'hésitez pas, comme à notre habitude ou à votre habitude, de partager vos remarques, vos conseils en commentaire sur notre compte Instagram, sur Facebook ou même sur Twitter, en mettant le hashtag si maman m'avait dit ou en écrivant tout simplement si maman m'avait dit. On retrouvera. Et si vous souhaitez aussi accompagner la production, vous êtes invité à nous soutenir via notre plateforme Tipeee. Tipeee, c'est T-I-P-E-E-E. Et il suffit simplement de taper si maman m'avait dit et vous trouverez un moyen de nous accompagner. On prend 5 euros, 5 000, 15 000, 20 000. Ça permet en tout cas à la production de se déployer. Et d'ici là, je vous envoie plein de bonnes ondes,
beaucoup de bonnes vibes et on se retrouve pour un prochain épisode, cette fois-ci, pas la semaine prochaine, mais le jeudi 18 mai. Merci beaucoup et encore merci Cynthia. Merci, Océane Audrey.